Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'assembleur et l'Amiga, qui arrive très longtemps après la première, j'en suis désolé. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de deux choses, le double buffering, comme j'avais dit que j'en parlerai dans la précédente vidéo, et donc le double buffering, et on va parler aussi des sinus-cosinus qui sont utilisés de façon... dans toutes les démos, il y a quasiment, enfin, oui, toutes les démos, au moins une table de sinus-cosinus dans leur code source. Alors ces deux choses-là, ça va être, c'est plus vraiment de la programmation Amiga, on va pas découvrir de nouveaux registres ou de nouvelles puces, ça va vraiment être des techniques de programmation, mais qui étaient utilisées tout le temps dans les démos. Donc ça va servir pour après si on veut décrypter des sources de démos. Alors pour ce qui est de la programmation de l'Amiga en lui-même, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour dans les vidéos précédentes. On a vu un peu toutes les puces, enfin on a survolé en tout cas toutes les puces, les principaux registres, etc. Après, bien sûr, je peux pas dans chaque vidéo d'une demi-heure tout creuser en détail, donc après il y a une part de travail personnel à faire, mais j'espère vraiment que l'objectif c'était vraiment de dégrossir un peu le truc pour les débutants et de leur donner envie de se lancer là-dedans, donc j'espère que ça a fonctionné. Il reste une série de puces qu'on n'a pas vues, qui sont des CIA. Il y a deux CIA dans l'Amiga. Faudra que je fasse une vidéo sur les CIA, puisque je trouve que c'est pas très bien documenté, même dans le hardware de référence manuel. C'est traité de façon assez succincte. C'est pas hyper simple en plus. Ça servait en particulier pour les interactions avec le clavier, la souris, les joysticks, les lecteurs de disquettes, etc. Donc j'essaierai de faire une vidéo sur les CIA, mais bon, c'est pas hyper simple. Donc pour l'instant, on va parler de double buffering et des sinus cosinus. Donc le double buffering, le double buffer, c'est une technique. Alors on va reprendre une vieille source, enfin pas une vieille source, on va reprendre notre source de base là, startup, qui je vous rappelle ouvrait simplement un écran avec des barres bleues. On va enlever les barres bleues tout de suite. Au lieu de mettre F0 là dans le screen, on va mettre 00, ce qui va nous ouvrir un écran noir. Et alors pour comprendre à quoi sert le double buffering, je vais vous demander d'imaginer qu'on fait une routine qui prend beaucoup de temps. Par exemple, une routine qui fait tourner un cube en 3D sur l'écran. Donc, pour matérialiser ça, on va faire simplement un trait en haut de l'écran. Et on va dire que c'est la routine de dessin du cube, de calcul et de dessin du cube en 3D. Donc, on va dire que ça, c'est la routine du cube 3D. Enfin, la routine de dessin qui prend du temps. Je vais écrire ça comme ça. Voilà. Donc je vais vous demander d'imaginer, de faire une abstraction, d'imaginer que le trait qu'on dessine là sur l'écran, c'est une routine de dessin. Pour l'instant, rien de spécial. Si on lance le programme, il y a juste un trait en haut de l'écran. Rien d'extraordinaire. Donc on va imaginer qu'à chaque tour de boucle, on efface d'abord ce trait. En $0000,screen. Et qu'ensuite, donc ça c'est la routine, on va dire que c'est la routine qui efface l'écran. Je vais vous demander d'imaginer que cette routine-là efface l'écran. Voilà, donc là rien ne change, toujours pareil. On efface, on réécrit aussitôt, donc on a toujours un trait blanc sur l'écran. Et maintenant on va simuler le temps que prend la routine en faisant une petite boucle. Donc on va mettre un compteur dans D7, comme d'habitude, on va mettre un compteur par exemple comme ça. Et on va faire une petite boucle tout de suite. Voilà. Donc, on va recoller le screen ici. Donc toutes ces trois lignes-là symbolisent en fait une routine de dessin qui prend du temps. Là, elle prend le temps de $FF à compter pour le 68 000. Donc ça va nous donner toujours la même chose. Si on augmente le temps que prend la routine, vous allez voir, si on met $FFF par exemple, là on ne voit plus le trait. Alors pourquoi on ne voit plus le trait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on reprend notre programme, on attend d'abord le wait VBL. C'est-à-dire que là, on attend la ligne $138, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ensuite, on efface le bitplane et on écrit dedans. Donc, si on se représente ça sur l'écran du Commodore, si ça veut bien venir. Donc, ça, c'est le temps
de $ff le temps que prend la routine de calcul de dessin du cube en 3D par exemple. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je réessaye. Voilà. Donc si on refait notre dessin, donc là on a un bitplane dans la mémoire, on a notre écran, on va faire qu'un seul bitplane pour se simplifier la vie. Donc quand le raster qui commence, vous vous rappelez le playfield de l'Amiga commence en $1 de C, $2C pardon, finit à la ligne $1 de C, et ensuite la toute dernière ligne d'écran là qui est gérable par l'ordinateur, c'est $138. Donc là, le 68000 il commence à compter sa boucle uniquement à partir de là, uniquement à partir de cette ligne. Ensuite, il y a le VBL qui est là avec des sortes de lignes un peu fictives entre 0 et $, on va dire $1D. Donc là, le 68000 peut compter le $ff qu'on a fait. Et là, il peut encore compter le $ff qu'on a fait. Puis là, il faut qu'il affiche la ligne blanche. Donc s'il n'a pas fini de compter, bah, il va afficher dans le bitplane la ligne blanche après que le raster soit passé sur la ligne $2 de C. Donc quand le raster sera là, par exemple, si on affiche dans le bitplane, c'est trop tard, puisque le raster est déjà passé. Donc Denise aura beau ne fetchera plus les données vers l'écran. Autrement dit, alors pour symboliser ça, pour visualiser ça, on peut faire un truc que les programmeurs avaient beaucoup l'habitude de faire. Ça correspondait à changer la valeur de la couleur de fond au moment où la routine est finie. Donc on va mettre par exemple rouge dans la couleur de fond. Et là vous allez voir que, voilà, en fait le 68000, il lui faut tout ce temps, donc il part de la ligne $138, donc tout en bas de l'écran, et il lui faut tout ce temps-là pour compter $FFF. Donc il ne peut pas afficher le trait blanc ici dans les temps, puisque le raster est déjà passé. Donc si on diminue par exemple le temps de la boucle, si au lieu de mettre $FF, on met $FFF, on met $FF, là vous allez voir que la boucle, en fait, le 68000 a besoin de beaucoup moins de temps pour calculer tout. Donc ici c'est déjà fini le comptage, entre ici et ici, donc simplement avec le VBL, le 68000 a eu le temps de compter, et donc il a le temps d'afficher le trait blanc. Donc le rouge est bien au-dessus du trait blanc. Par contre, dès qu'on va être un petit peu en dessous, on va essayer, je sais pas, $4FF par exemple. Alors ça va toujours pas, on va essayer $8FF. Voilà, dès qu'on est un tout petit peu en dessous, et bien la ligne blanche n'apparaît plus. D'accord, donc là il lui faut tout ce temps là pour compter $8FF. Donc le trait blanc qui aurait dû être affiché là, il n'est plus affiché. Donc le double buffering, ça va servir à s'affranchir du raster, justement, à faire ce qu'on veut et à ne dessiner l'écran que quand celui-ci est fini de dessiner, quoi. Donc pour ça, il va nous falloir deux écrans. Donc on va copier ça 2 fois. On va appeler ça screen 2. Et il va nous falloir des pointeurs vers ces écrans. Alors, c'est quoi des pointeurs? Je crois que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. C'est des adresses mémoire qui contiennent une autre adresse mémoire. Donc on va les appeler par exemple écran vue. Donc on va pointer vers le screen 1. Et puis on va en mettre un deuxième. On va l'appeler écran dessin. On va pointer vers le screen 2. Donc voilà, on va doubler l'écran. En fait, le principe, c'est que quand on aura le screen là, le screen 1, là le screen 2, on va afficher cet écran-là quand on dessine dans l'autre. Et une fois que le dessin est fini, on swap les écrans, on switch. Donc on affiche celui-là pendant qu'on dessine dans l'autre. Donc imaginez un cube en 3D qui tourne. Je ne suis pas très doué en dessin, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si on imagine un cube en 3D qui tourne, et ben à chaque rotation, on va dessiner une alternativement une fois là, puis une fois là, puis une fois là, puis une fois là, et on n'affichera que celui qui est terminé à chaque fois. Donc ça va permettre de s'affranchir complètement du raster écran. Que le raster soit n'importe où, ça ne changera rien, puisqu'on affichera l'écran que quand il sera complètement fini. Alors il y a deux inconvénients à ça, c'est que ça consomme 2 fois plus de mémoire chip, hein, il faut 2 écrans pour faire la même chose. Et il faut, enfin il y a 2 écrans, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il faut 2 fois la quantité de mémoire chip pour avoir les bitplanes.
Et puis bien sûr on va perdre un nombre d'images par seconde, hein. Si on faisait en une seule frame, en un seul tour, on aurait eu 50 images par seconde. Si on fait en 2 frames, c'est 25 images par seconde, etc. Donc, donc on a nos 2 pointeurs vers les écrans. Et là, donc, on va décider dans notre boucle, au lieu de décider dans le screen, on va au tout début de la boucle, après le wait VBL plutôt, on va charger, on va faire move.l, écran dessin, virgule à 0 par exemple, et là on va décider, non pas dans le screen, mais on va effacer à 0. Et on va décider dans A0. On va enlever la couleur là, pour l'instant c'est pas le problème. Et une fois qu'on aura fini le dessin, on va échanger, on va swapper les écrans. On va échanger les écrans. Donc pour faire ça, on va faire simple, on va faire move.l. Écran vue, excusez-moi, écran vue, virgule A1. On va faire move.l. Écran dessin, virgule écran vue. Hop là, pardon. Et on va faire move.l. A1, virgule écran vue. Écran dessin, pardon. D'accord, donc là on met la première adresse, donc le premier pointeur dans A1 en temporaire, on met le deuxième pointeur dans le premier pointeur, et on met l'ancien premier pointeur dans le deuxième écran. On switch, on échange les deux pointeurs, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on dise dans le copper qu'il faut aller afficher le nouvel écran. Donc on va reprendre notre petite routine de copper ici. On va la remettre ici. Voilà, donc. Et donc là, on va faire, au lieu de mettre screen là, dans des zéros, on va mettre écran vue, dans des zéros, hein, l'écran qu'on veut voir, donc celui qui est terminé de dessiner. Et voilà. Et simplement en faisant ça, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je vais quand même sauver en temporaire. Le trait blanc réapparaît. Puisque là, on affiche l'écran que quand il est terminé de dessiner. Donc même si on met une boucle très très longue ici, même si on met FFF, comme on avait fait tout à l'heure, on voit toujours le trait blanc. Alors le double buffering, ça paraît très simple comme ça, enfin assez simple en tout cas. En fait, ça peut générer pas mal de complications d'horloger, hein. Ça peut être vraiment complexe parfois, surtout quand on a besoin, par exemple, de choses qui seraient dans le premier écran pour aller dans le deuxième écran, ou d'effacer des positions précédentes pour décider les positions suivantes. Enfin, ça paraît assez simple comme ça, c'est un peu comme des interruptions, et ça peut devenir vite assez complexe à mettre en œuvre. Donc au début j'avais prévu de rentrer un peu dans le détail, mais en fait c'est trop compliqué, il y a trop de cas particuliers, donc juste vous dire que c'est pas forcément si simple que ça de faire du double buffering. Mais c'était utilisé dans beaucoup de démos, dans beaucoup de jeux, et puis c'est toujours utilisé aujourd'hui je crois sur les PC modernes, donc c'est vraiment une technique fondamentale en informatique. Donc voilà, je vais sauver ce programme là comme le tuto 30. Et puis maintenant, je vais vous parler des sinus-cosinus, qui là aussi sont très très fréquents dans les démos, enfin même systématiques quasiment dans les démos. Donc pareil, on va se remettre sur un écran noir, et donc l'objectif là, de cette deuxième partie, ça va être d'afficher sur l'écran une courbe de sinus ou de cosinus, dans les Y par exemple, en avançant dans les X, un truc comme ça. En imaginant qu'on parte de la ligne 128 là, on va faire un sinus comme ça, à peu près, enfin voilà, je dessine très mal. Donc pour ça, il va falloir, alors rapidement je vais pour parler des sinus, cosinus, mais bon, je vais pas faire un cours de mathématiques, hein, mais donc les sinus, cosinus, alors donc dans un cercle dit trigonométrique, hein, donc on part de 0 degré ici, on est à 90 degrés là, on est à 180 degrés ici, là on est à 270, là on est à 360 degrés ou 0 c'est pareil. On va donc, l'angle, quand on prend le sinus d'un angle alpha, c'est cette valeur là sur les ordonnées, et le cosinus c'est cette valeur là sur les abscisses. Donc ces valeurs-là, elles varient selon une courbe comme ça. Donc la courbe verte, c'est les sinus. Hein, donc on part de 0. Le sinus de 0,
de l'angle 0, donc quand l'angle est comme ça, le sinus, bah, c'est 0. Le sinus monte jusqu'au maximum là qui est 1, puisque le cercle trigonométrique par définition fait 1 hein, de diamètre, enfin de rayon, pardon. Et ensuite, ça redécroît jusqu'à 0. Puis ensuite, on est dans les négatifs. Hein. Ça croît dans les négatifs, puis ça redécroît dans les négatifs. Donc ça donne cette courbe verte là. Et les cosinus, c'est la même chose, mais décalé de 90 degrés. C'est-à-dire que le cosinus d'un angle alpha, c'est égal au sinus de alpha plus 90. Voilà. Bon, donc le problème sur notre Amiga, c'est que le 68000, il n'aime pas du tout les chiffres à virgule. Hein. Or, les sinus et les cosinus, ils vont tous être entre -1 et 1. Donc, c'est pas possible ça. Enfin, c'est très compliqué de gérer les chiffres à virgule sur un 68000 simple. Donc, on va essayer de passer ça en chiffres entiers. Alors, comme le 68000, c'est un 16 bits, il est assez à l'aise avec les chiffres de 16 bits. Donc, 16 bits en signé, ça va de moins 32 768 à plus 32 767. Donc on va essayer de se faire une échelle de sinus-cosinus de moins 32 767 à plus 32 767. Donc pour faire ça, au lieu d'avoir un cercle de rayon 1, on va prendre un cercle de rayon 32 767. Du coup, comment on fait ça? Ben, on va faire simplement, par exemple, le sinus de 30 degrés, on va le multiplier par 32 767. Et donc ça nous donnera des sinus-cosinus entre moins 32 767 et plus 32 767. L'autre chose qu'on va faire, c'est que 360 degrés, c'est pas pratique en informatique d'avoir 360 valeurs, parce que c'est pas un multiple de 2. Donc au lieu de faire ça au lieu de diviser le cercle en 360 degrés, on va le diviser en 512. La puissance de 2 que vous voulez, mais dans le cas que je vais vous présenter, ça va être 512. On va diviser le cercle en 512 valeurs. 512 degrés, si vous voulez, en quelque sorte, mais c'est plus des degrés, c'est des 512e de cercle, quoi. Donc, chaque petite portion, pour nous, ça sera un 512e de cercle. Hein, un 512e de cercle à chaque fois, plutôt qu'un 360e de cercle. Donc, le sinus, pour nous, d'un angle alpha, ça sera en fait le sinus de notre valeur de x, d'angle, x 512e, fois 360, si vous voulez le convertir en degrés. Ça sera notre angle. Et on multipliera ça par 32 767. Et donc on va avoir une suite de valeurs qui ira de moins 32 767 à plus 32 767. Et donc avec des angles qui varient de 0 à 512. Degrés, entre guillemets, même si ce n'est pas des degrés. Donc, alors, pour faire cette suite de valeurs, à l'époque, dans les années 80, soit on prenait une petite calculatrice et on faisait toutes les valeurs une par une, ce que j'ai dû faire moi quand j'étais jeune, ou alors on pouvait faire un petit programme en basique pour calculer toutes les valeurs d'un coup et les mettre dans une table qu'on sauvait sur disquette. Donc là je vais vous prendre une table toute faite hein, pour ne pas perdre notre temps. Donc on va la mettre ici par exemple en mémoire data en fast. On va inclure sinus tab. Voilà, donc là voilà. Je vais la mettre sur le Google Drive hein, bien sûr. Donc là on a 512 valeurs. Donc elles ne vont pas tout à fait de moins 32 767 à plus 32 767, elles vont de moins 32 768 à plus 32 767, mais bon, le raisonnement est le même. Donc là, il y a 128 valeurs à chaque fois. Là, il y a 128 valeurs, donc à chaque fois, on avance de 1 512e de degré, entre guillemets de degré. Et on a comme ça 4 fois 128 valeurs. Donc si je reviens dans le programme, voilà. On a 4 fois 128 valeurs qui se suivent. Et comme le cosinus, ici, c'est exactement pareil que le sinus, mais avec 90 degrés d'écart, donc 128 valeurs de plus dans notre cas, on va faire un débordement de 128 valeurs de plus pour que le cosinus puisse être aussi pris de 0 à 360 degrés, quoi, enfin de 0 à 512 degrés dans notre cas. Donc on a en fait 5 fois 128 valeurs. Donc ces valeurs, pour l'instant, elles vont de moins 32 768 à plus 32 767, mais nous, ce qu'on veut, rappelez-vous, quand je vous ai parlé de l'exemple sur l'écran, on veut qu'elles aillent de moins 128 à plus 128, enfin, moins 127 à plus 127 même. Donc pour faire ça, on va se faire une petite table à nous. Donc on va la mettre avant la table de sinus. On va l'appeler table
sinus Y par exemple, et on va mettre 512 mots. ds.w 512. Alors attention, très important, là c'est des mots à chaque fois. Chaque valeur est un mot, donc elle occupe 2 adresses. Donc c'est ce que j'ai mis en commentaire ici, il y a 1024 octets dans les 512 valeurs. Les 512 valeurs occupent 1024 octets, elles n'occupent pas que 512 octets. Hein. C'est hyper important. Donc quand on va parcourir cette table, il faudra bien avancer de 2 octets à chaque fois, hein, et pas de 1 octet. Donc, je vais faire un petit truc ici, Shift CTRL 2 pour me rappeler, et on va se mettre ici. Et avant la boucle principale, on va créer notre petite table de valeurs qui vont aller de moins 127 à plus de 127. Donc on va faire comment elle s'appelle déjà, sinus tab, je crois que c'est comme ça, oui, virgule à 0. On va mettre notre table à nous dans A1, donc je ne sais plus comment je l'ai appelé déjà, tab sinus Y. Et on va prendre donc chaque valeur de la première table, on va la mettre dans des zéros, donc c'est des points W, hein. On va prendre le contenu de A0, on va le mettre dans des zéros, ensuite on va multiplier cette valeur, par 128, par 127, et ensuite on va diviser tout simplement de nouveau par 127. Par 32 767, pardon, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. Donc on va donc bien se retrouver avec, comme si on avait multiplié 127 par le sinus entre moins 1 et 1, puisqu'on redivise par 32 767. Attention, on redivise bien par 32 767 et pas 32 768. Hein. L'instruction divise le long mot contenu dans des zéros par un mot. Donc le mot c'est 32 767. Hein. Alors j'espère que c'est à peu près clair ça. Donc l'objectif de cette petite routine, c'est de se faire une table de valeurs qui suivent un sinus, mais de moins 127 à plus 127 au lieu de moins 32 767 à plus 32 767. Donc on multiplie d'abord des zéros par 32 767, par 127, pardon, excusez-moi. Donc on va donc avoir une valeur entre moins 32 767 fois 127 et plus 32 767 fois 127. Et ensuite on redivise par 32 767 pour bien avoir une valeur entre moins 127 et plus 127. On va faire ça pour toutes les valeurs de la table. Donc on va mettre cette valeur dans A1. Et on va faire ça autant de fois qu'il y a de valeurs, c'est-à-dire là on va mettre notre table sinus loop. On va mettre donc move.w. Donc dans D7, on va mettre il y a 512 valeurs fois 2, puisqu'il y a 2 octets. 512 valeurs, pardon. Je dis des bêtises. 512 valeurs moins 1. Et alors il y a un truc qu'il faut faire aussi. Quand on divise des zéros là, le quotient de la division va dans les 2 octets de poids faible des zéros, et le reste de la division va dans les 2 octets de poids fort. Donc quand on va revenir ici, il faut bien qu'on remette des zéros à 0. Sinon on va avoir n'importe quoi là, dans notre multiplication. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais sauver ça quand même en temporaire. On devrait avoir normalement, c'est pas ça. On devrait avoir en sinus table Y, on devrait avoir des valeurs, c'est pas ça, c'est table sinus Y je crois. On devrait avoir des valeurs entre moins 127 et plus 127. On va vérifier ça tout de suite. Donc les valeurs montent jusqu'à 7E là. Donc 7E, ça fait bien 127. 126 peut-être, on va voir ça. Et ensuite, les valeurs redescendent.
et redescendre jusqu'à FF81. Donc FF81, on doit bien être dans les bonnes valeurs. Si je fais $FF81, on est bien à moins 127. Alors, je suis obligé de faire $FFFFFF là, pour faire le test parce que ASM1 prend toujours le long mot entier. Donc, si j'avais fait que si j'avais fait point d'interrogation $FF81, il aurait considéré que c'était $F00 FF81. Il considère le long mot. Donc moi, quand je veux un négatif sur un mot, je suis obligé de mettre les FFFF devant. Voilà. Donc c'est bon. Donc ensuite, on va se servir de cette table qu'on vient de faire pour afficher les sinus à l'écran. On va utiliser pour ça notre vieille routine plot pixel qu'on avait fait ensemble, qui attend, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans D1, elle attend dans D0, elle attend le X, dans D1, le Y, et dans D2, la couleur. Donc on va mettre, par exemple, on va commencer tout à 0 après la boucle, là, on va mettre move Q 0,D0, move Q 0,D1, et on va mettre la couleur 2 dans D2, par exemple. Donc là, on va faire... on va aller chercher... Il va nous falloir un compteur aussi. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc, on va aller chercher la valeur... Donc, dans notre table, on va aller dans notre table. On va mettre notre table sinus Y dans A0. Et on va aller chercher donc la valeur de notre table qu'on va mettre dans D1, auquel on va ajouter 128, parce que pour l'instant on a des sinus entre moins 128 et plus 128, donc on va ajouter 128 pour qu'on soit bien au milieu de l'écran. Et donc on va afficher notre premier point. Donc dans des 0, il y aura bien 0 la première fois. Pixel. Et ensuite on va donc additionner 1 à des 0. Et si des... Alors excusez-moi, on va aller chercher la valeur A0,D3. Donc au début la toute première valeur de la table. Ensuite on va additionner 1 à A0 et on va le comparer à 319. Voir si on est arrivé à la fin de l'écran, ou à 320 même. Et si on est inférieur, on fait rien. Par contre, sinon, on va remettre les X à 0. Hein. Voilà, et ensuite, donc, on va additionner simplement 2 à notre compteur, qui sert de compteur dans la table. Et si jamais ce compteur est au maximum, c'est-à-dire à 1024, on additionne 2, puisqu'il faut qu'on ajoute, chaque valeur prend un mot, donc on additionne bien 2 pour passer d'un mot à l'autre. Et pour savoir si on est arrivé à la fin de la table, il n'y a pas besoin de faire de test. Comme on a pris une puissance de 2 pour le nombre de valeurs dans la table de sinus, il suffit de faire un AND.W $3 FF, D3, pour la remettre à 0 si jamais on dépasse 1023 octets. C'est ce que je vous ai mis ici. Hein. Donc, 1024 octets, on fait un AND avec $3 FF pour être sûr qu'on parcourt bien toute la table sans dépasser. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. On va vérifier tout de suite si ça marche. Non, j'ai pas mis de point suite. Ça marche pas puisque dans notre routine plot pixel, il lui faut aussi l'écran dans A0. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Excusez-moi, donc on va mettre li screen virgule A0. Ça devrait mieux marcher, j'espère. Alors du coup, on additionne 1, on additionne 2, le reste ça a l'air d'être bon. Voilà. Et donc on a la table de sinus. Qui s'affiche. Alors on peut faire la même chose, on peut rajouter les cosinus si vous voulez en même temps. Alors donc là au lieu de... Il va falloir qu'on reprenne
Donc une fois qu'on a fini tout ça, on peut ici afficher, je vais le faire ici. Donc là on va mettre la couleur 1 dans des 2, et on va mettre la couleur 2 dans des 2. Pour que les deux sinus cosinus n'aient pas la même valeur. Et là, au lieu de mettre, on va mettre dans A2, on va mettre li table sinus y plus, donc il y a 128 valeurs x 2, comme c'est des mots, virgule à 2. Donc là, on aura bien l'angle plus 90 degrés, hein, enfin plus 128 valeurs pour nous. Et donc là, au lieu de mettre à 1, on mettra à 2. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je vais quand même sauver. Voilà, on a les sinus et les cosinus en même temps, donc les cosinus sont rouges et les sinus sont blancs. Voilà. Il doit y avoir un moment où il y a un problème puisque ça dépasse. Je pense que c'est dans cette routine-là qu'il y a un souci. Si je mets que les sinus, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Si je mets que les cosinus, ça a l'air de fonctionner aussi. Non, les cosinus ça fonctionne pas parce que je sais pourquoi. Ici j'ai fait une table de 512 valeurs là. Alors qu'en fait il faut rajouter 128 puisqu'il y a le débordement. Ça devrait fonctionner mieux. J'espère que j'ai pas été trop vite. Comme il y a, pour le cosinus, il faut rajouter 128 valeurs de débordement et je ne l'avais pas fait dans le calcul de notre table sinus Y. Donc c'est juste pour ça, je vais revenir là-dessus. Quand on a fait notre table de valeurs entre moins 127 et plus 127, hein, j'avais pas pris les 128 valeurs de débordement supplémentaires pour les cosinus. Donc forcément, il cherchait des valeurs qu'il n'avait plus, donc il avait écrit n'importe où dans la mémoire. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, en sachant que c'est utilisé tout le temps dans toutes les démos, les sinus, cosinus. Donc ça vous permet de voir comment on crée une table de sinus, cosinus et comment on la parcourait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.